Voilà, bonjour les amis. L'idée c'est d'arriver, voilà, normalement l'autofocus n'autofoquera plus. Et donc moi je vais vous rejoindre devant l'écran. Coucou tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier, nouvelle formule, ancienne formule, donc face aux demandes généralisées et répétées et à l'unanimité quasiment générale qui semblait se dégager de vos commentaires, j'ai pris la décision de revenir au c'était mieux avant, sous l'amicale pression de vos commentaires. Pour la petite absence de dimanche dernier, j'en suis absolument désolé. J'ai perdu ma belle-mère, c'est-à-dire la maman de ma petite femme qui a eu la très mauvaise idée, le mauvais goût de nous quitter assez rapidement samedi dernier. Et donc nous avons dû gérer une situation familiale un petit peu délicate. Et puis il y a encombrement dans les services de pompes funèbres actuellement. Donc les obsèques, ça prend du temps. Donc je suis navré pour mon absence de dimanche dernier, mais voyez, j'avais une bonne raison. Ce n'était pas parce que j'étais pas content des commentaires qui disaient que c'était mieux avant, ou mieux pendant, ou mieux après. Rassurez-vous, voilà, c'était une mauvaise nouvelle qui nous a mis un petit peu hors d'état de travailler sur le court terme. Alors, cette semaine, je vous propose de jouer à un jeu. Et si l'épidémie était finie, et puis la semaine prochaine, on essaiera de jouer à un autre jeu, et si l'épidémie, elle continuait, voilà, ou si l'épidémie, elle reprenait. Mais je pense que l'idée que je voulais partager en fait avec vous aujourd'hui, c'était encore une fois pas de vous asséner des vérités, mais de faire un jeu intellectuel à partir des éléments et des informations dont nous disposons, de les triturer, de les rentrer pour prouver ou démontrer que l'épidémie est finie, c'est la fin de la fin du monde, point d'interrogation quand même, ou c'est un confinement qui est le prélude, enfin un déconfinement qui est le prélude à un reconfinement futur, avec cette fameuse théorie des yo-yo. Donc dans un cas fin de la fin du monde, ou dans un autre cas début du prochain reconfinement et préparation du prochain reconfinement. Voilà, donc on va essayer d'analyser ça. Parce que pour la première fois depuis janvier 2020, vous avez dû observer, simplement si on observe, si on écoute les médias, si on regarde la petite musique qui chante et qui tourne, eh bien on se rend compte plutôt que finalement il y a une forme d'optimisme généralisé, il fait beau, le soleil est là, on réouvre les terrasses des cafés, on a envie de faire la fête, les gens ont envie de sortir, finalement ils ont aussi envie de consommer, ils sont prêts à faire 4 heures de queue pour aller se chercher des hamburgers McDo dans les drives machin, etc., etc. Donc vous avez une petite musique qui est finalement très optimiste actuellement, malgré la crise économique, malgré encore des décès, mais les nouvelles sont présentées de manière extrêmement positive. Alors anticiper, c'est important. Et donc anticiper, c'est prévoir, supposer ce qui va arriver et adapter sa conduite à cette supposition. C'est intéressant comme définition, parce qu'en fait, ça suppose des suppositions. Là, je sais, je vous fais des répétitions répétitives, mais c'est des suppositions. Des suppositions, c'est pas des vérités. C'est des postulats, c'est des prémices, c'est des points de raisonnement, c'est des points de départ, et donc on suppose des suppositions. Ça ne veut pas dire qu'on a évidemment, qu'on détient la vérité ou une vérité. Ben là, on va supposer que c'est la fin de l'épidémie. Alors souvenez-vous, je vous avais mis des marqueurs de fin de pandémie, de fin d'épidémie, à savoir le vaccin, la prophylaxie qui était le traitement. Alors a priori, ça ne sera pas l'hydroxychloroquine, puisque ça a été éliminé manu militari par Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'immunité de groupe ou la disparition du virus. Voilà, on a les 4 hypothèses, et puis alors là, dans le déconfinement, écoutez, comme par miracle, il n'y aurait plus de cas, il n'y a que des cas qui baissent dans les décès, dans les réanimations. Bon, il y a bien quelques petits cas nouveaux de contamination, mais ça baisse. On vous dit que tout va bien. Donc, on jouerait quoi là ? On supposerait, si on joue à c'est la fin de l'épidémie, on supposerait qu'on joue plutôt le 4e cas, puisqu'on n'a toujours pas de vaccin, la prophylaxie à l'hydroxychloroquine a priori non. Alors on joue un peu l'immunité de groupe, je vais y revenir, et on joue la disparition du virus.
Pessimisme, optimisme, en fait, ni pessimiste ni optimiste, évidemment, soyons analytiques. Alors, analyser, c'est faire une étude approfondie d'un ensemble abstrait pour en dégager les éléments principaux. C'est intéressant ça aussi. On essaye, nous, là, ici, d'analyser des faits, on essaye de dégager les grandes tendances, les grands phénomènes. Alors on va jouer... Ah, c'est la fin de l'épidémie. Et donc, on va essayer de dégager les grandes tendances de la fin de l'épidémie, du début de la fin du monde. Et donc, voilà, je me représente à vous en tant que Dr Charles et Mister Sana. Donc, Dr Charles, cette semaine, il va être optimiste BA et je vais essayer de vous démontrer, encore une fois, c'est un jeu de rôle intellectuel, mais c'est important de le faire, que l'épidémie est terminée. Et puis, la semaine prochaine, l'affreux, le terrible, l'horrible Mister Sana, le pessimiste, viendra vous expliquer qu'en fait c'est le prélude à un reconfinement futur qui va arriver, qui sera terrible, encore plus dur que le premier, et qu'il vous faudra reconstituer vos stocks de raviolis pendant la période qui arrive. Ou pas, parce que je vous rappelle, cette semaine on joue à l'épidémie est finie. Objectif, vous démontrer évidemment que tout va bien, même si c'est faux, on s'en fiche, c'est pas la question de vous dire c'est la vérité, encore une fois, c'est pas la vérité, c'est d'essayer de tordre un petit peu les éléments ou de présenter les éléments qui nous permettent peut-être d'affirmer que c'est le début de la fin du monde et de l'épidémie. Alors, regardez, ça c'est un article France Info, coronavirus, 57 morts, c'était hier, là je crois qu'on est à 31 ce soir, mais on ne nous a pas donné le nombre de nouveaux cas. Donc hier c'était 1800 quand même le nombre de nouveaux cas, mais j'y reviendrai à la fin. 57 morts, 31 aujourd'hui, toujours en baisse, la baisse se poursuit en réanimation. Donc en fait, c'est de mieux en mieux, il y a de moins en moins de morts, mais je rappelle simplement que la réa d'aujourd'hui, c'est les infectés d'avant-hier, et les décédés d'aujourd'hui, c'est les infectés avant-hier, puisqu'on met 3 à 6 semaines pour décéder de cette terrible maladie. Les indicateurs sont bons, regardez, les indicateurs sont excellents, c'est repris dans le Figaro, c'est repris dans un article de Planète. Donc le Figaro avec notre Premier ministre Édouard Philippe, surnommé par les mauvaises langues du microcosme parisien, politique parisien, le 102e dalmatien, à cause de sa petite tache blanche dans sa barbe. Moi je ne dirais rien, je n'ai pas de tache, mais elle est de plus en plus blanche. Tous les indicateurs sont au vert, sauf pour le Val d'Oise et Mayotte, déclare Édouard Philippe, et je vous confirme qu'effectivement, ma belle-mère étant partie dans le Val d'Oise, je vous confirme que dans le Val d'Oise, la situation reste encore un petit peu compliquée dans les hôpitaux que nous avons d'ailleurs fréquentés la semaine dernière. Déconfinement, les indicateurs sont très favorables, ça c'est un article de Planète avec la directrice générale de Santé publique France qui dit que vraiment tout va très bien, c'est super, le nombre de réa baisse, le nombre d'admissions dans les hôpitaux baisse, la capacité hospitalière augmente, la capacité de réanimation augmente, donc franchement tout va très très bien. Oui, sauf que, encore une fois, s'il est intéressant de regarder la dynamique, la cinétique, la dynamique de l'épidémie en regardant ces critères-là, dans une phase de déconfinement, il faut à nouveau changer les indicateurs. Les indicateurs, ça ne peut pas rester le nombre de gens qui sont en train de décéder, puisqu'encore une fois, c'est une vue sur du rétroviseur, puisque les gens qui décèdent aujourd'hui, hélas, sont des gens qui ont été contaminés avant-hier. Donc entre 3 et 6 semaines, encore une fois, avant d'arriver au décès du malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'indicateur qui redevient pertinent est l'indicateur des nouveaux infectés, des nouveaux malades, donc des nouveaux cas détectés, pour la simple et bonne raison que ces nouveaux cas détectés vont donner pour 20% ou 30% des admissions à l'hôpital et pour 10 à 15% d'entre eux les décès, donc les admissions à l'hôpital de demain, les mises en réa d'après-demain et les décès d'après-demain. Donc si on veut prévoir la dynamique d'une éventuelle deuxième vague ou d'une seconde épidémie, on n'a plus aucun intérêt aujourd'hui à surveiller des critères comme
le nombre de réa, le nombre de décédés, mais bien à revenir à des critères beaucoup plus anciens qu'on utilisait au départ de l'épidémie, souvenez-vous, au début de l'épidémie, qui étaient les nouveaux cas, évidemment, de malades. Mais ça, nous y reviendrons beaucoup plus longuement la semaine prochaine. Alors regardez, tout va tellement bien que les zoos, les parcs d'attractions, tout ça, ça va être réouvert, le parc Astérix, le zoo de Beauval, on va pouvoir aller s'amuser dans le bateau pirate, dans le bateau pas pirate, on va pouvoir aller donner tous ensemble à manger aux petits pandas. Ça va être extraordinaire, nous allons passer de très très belles vacances. Alors, malgré le déconfinement, malgré la période d'incubation, malgré la légèreté de certains, la théorie de l'immunité mystérieuse ou de la disparition du virus s'étale dans la presse. Et c'était ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on parle soit de la disparition du virus, c'est la théorie d'ailleurs, qui est une des théories qui est portée, des idées qui est avancée par le docteur Raoult à Marseille, mais enfin c'est pas le seul, loin de là. Et puis on fait un parallèle aussi avec le SRAS, la manière dont l'épidémie de SRAS comme ça était arrivée, puis elle était disparue à peu près comme elle était arrivée après avoir infecté 8000 personnes. Alors finalement tout ça, ça pourrait faire la même chose. Et donc, vous voyez, l'une des raisons pour lesquelles on peut penser que c'est la fin de l'épidémie et que vraiment ça va être extraordinaire, c'est les nouvelles pistes sur l'immunité croisée et l'immunité collective. qu'ESACO ont pensé au départ de l'épidémie qu'il fallait qu'il y ait 60, 70, 80% de la population qui soit infectée pour qu'on puisse mettre en place une immunité de groupe, une immunité collective, puis finalement on se dit mais non, peut-être qu'on est déjà immunisé en partie et donc c'est pas pareil, il n'y a peut-être pas besoin d'atteindre 80% de malades et d'infectés, peut-être que si on atteint ne serait-ce que 15 ou 20%, eh bien ce sera suffisant pour l'immunité de groupe parce qu'il y a plein d'autres personnes qui sont immunisées sans le savoir et elles sont immunisées sans le savoir parce qu'elles ont déjà eu des rhumes, la rougeole, des vaccins, des machins. Peu importe la raison pour laquelle elle serait immunisée, en fait on n'en sait strictement rien, mais il y a sans doute quelque chose comme ça dans de l'immunité croisée, parce que j'ai des anticorps de la rougeole, peut-être que je ne crains rien avec le coronavirus Covid-19. En tout cas, c'est une nouveauté, ça n'existait pas. Et là, ça apparaît, vraiment, voilà, c'est très positif. Moi, je pense qu'avec des nouvelles comme ça, évidemment, nous allons vers la fin de l'épidémie. Alors ça, c'est le tableau. Le tableau, je n'ai plus la date exacte, mais enfin, ça doit dater. Ça doit dater d'une semaine. Donc, vous voyez, 144 000 cas, mais c'était la semaine dernière. 115 cas en 24 heures, c'était très faible, ça, 115 cas en 24 heures. Bon, hier, on a fait plus 1800 et quelques, hein, mais on va dire que la semaine dernière, c'était vraiment exceptionnel. Voilà, on était sur une tendance très positive. On avait beau déconfiner, il n'y avait pas de nouveaux cas, pas de nouvelles détections. En revanche, par contre, un taux de mortalité, si on rapporte 28 000 morts ici à 144 921 cas là, on est quand même à un taux de mortalité de 19,5% de malades sur infectés. C'est quand même pas un taux de mortalité génial. Donc nous sommes heureux de célébrer effectivement la fin de cette épidémie. Et puis vous allez me dire, mais Charles, écoutez, vous racontez n'importe quoi, ce taux de mortalité ou ce taux de létalité, c'est pas pareil, c'est pas la même définition. Oui, d'accord, je m'en fiche. Dans l'épaisseur du trait, globalement, ce qui est intéressant, c'est de savoir combien j'ai de morts sur combien j'ai de cas. Voilà. Tout le reste, c'est de la littérature, c'est de l'argutie scientifique, c'est du découpage de cheveux en 2, 4, 6, 8 ou 12. Hein, vous descendez dans le niveau de finesse qui vous amuse, mais dans l'épaisseur du trait, pour avoir quand même ce qu'on appelle juste l'ordre de grandeur d'une épidémie, vous prenez simplement le nombre de morts sur le nombre d'infectés, et ça vous donne à peu près l'idée de l'étendue des dégâts. Donc, globalement, on est quasiment à 20% en France. Et vous allez me dire, oui, mais il y a plein de taux d'asymptomatiques, enfin il y a plein d'asymptomatiques, de cas qui ne sont pas détectés. D'ailleurs, moi j'ai eu un rhume, j'ai perdu le goût, donc j'ai eu de l'agusie, donc la perte de goût. Et la perte de goût, tout le monde le sait maintenant, c'est un signe évidemment du Covid.
Je ne vous dirai pas que moi je perds le goût et l'odorat à peu près 15 fois par an à chaque fois que l'un de mes 3 gosses me ramène un rhume à la maison et que je contracte le rhume de l'un de mes 3 gosses. Les rhumes étant généralement des coronavirus également, mais des coronavirus qui ont la gentillesse de ne pas nous tuer, mais de nous faire moucher, de nous fatiguer, eh bien je perds le goût et l'odorat. Donc voilà, disons que c'est pas parce que j'ai un rhume, j'ai le nez qui coule, j'ai une toute petite grippette que je souffre évidemment de Covid. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de se demander où sont les études concernant le nombre d'asymptomatiques. Vous voyez? Ça, c'est un chiffre qui est intéressant. Parce qu'on vous dit 80, 90%, 100%. Moi, j'aimerais bien avoir des petites précisions tout de même sur le nombre d'asymptomatiques. C'est intéressant parce qu'évidemment, ça va jouer directement sur le dénominateur. Donc ce que je vous disais là-dedans, c'est bon, on confine, donc le taux de mortalité est très élevé, mais il y a plein d'asymptomatiques, donc c'est pas élevé. Donc c'est pas élevé, mais on confine quand même le monde entier. Mais c'est pas grave, c'est qu'une grippette, mais en fait c'est quand même grave, c'est pas tout à fait une grippette, c'est quand même donc restez chez vous. Surtout sortez pas. D'ailleurs, si tu sors, on te met une amende. Castaner t'attend. Quels sont les chiffres réels sur les asymptomatiques? Ça, on ne sait pas vraiment. Tous ceux qui ont un rhume ou qui ont été malades pensent qu'ils ont eu le Covid, puisqu'il y a plein d'asymptomatiques et qu'on vous dit qu'il y a plein de cas qui sont totalement bénins. Ce n'est pas grave, mais les hôtels et les cafés et restaurants, eux, ils continuent à rester fermés. Bref, la seule variable qui a changé, c'est le port du masque. Puisque la seule différence, finalement concrète, si on analyse la situation, c'est qu'avant, nous n'avions pas de masque et aujourd'hui, nous portons des masques. Alors peut-être que si l'épidémie est finie et disparaît, il y aurait peut-être un lien de cause à effet entre le port du masque en population générale, qui ne servait à rien. D'ailleurs, je vous renvoie aux paroles de Sibeth Ndiaye, j'ai beau être ministre, même moi je ne sais pas enfiler un masque. Bon, voilà, et le port du masque en population générale ne sert à rien, parce que vous comprenez, on est des abrutis, on ne sait pas s'en servir. Bon. Mais la seule chose qui a changé entre avant le confinement et après le confinement, c'est qu'il y a plus de masques pour tout le monde et que dans les transports en commun, on porte des masques, par exemple. Ça, c'est clairement quelque chose qui a changé. Donc, est-ce que cette variable expliquerait la possibilité de la fin d'épidémie? Ça serait intéressant. Et donc, là, la grande idée sur laquelle je voulais revenir, c'est que le problème, c'est la définition précise du dénominateur. Le dénominateur étant le nombre de cas, on a un nombre de morts en haut, 28 000, on a un nombre de cas en bas, 144 000, et donc si on a 144 000 cas et 28 000 morts, on est à 20% de taux de mortalité, mais si on a 1 500 000 cas, mais dont on n'a détecté que 10%, les 144 000, évidemment, le taux de mortalité, il n'a strictement rien à voir. Mais finalement, le propre d'un cas asymptomatique, c'est qu'il est asymptomatique. Comme il est asymptomatique, il ne se voit pas. Comme il ne se voit pas, il ne peut pas se comptabiliser. C'est intéressant. Et donc, comment peut-on faire pour savoir quel est le nombre de cas, le pourcentage d'asymptomatiques? Eh bien, il faut cibler des populations, il faut faire des échantillonnages, et puis on teste un échantillon de la population, une population médicale dans un hôpital, une population dans une ville, avec un échantillonnage représentatif. Je ne sais pas, moi, par exemple, à Wuhan, combien de... On prend 75 000 personnes au hasard, puis on les teste toutes, et puis on voit celles qui ont développé des anticorps, pas des anticorps, et donc on peut à peu près en déduire un nombre de cas asymptomatiques qui n'auraient pas été détectés. Je ne vous parlerai pas des chiffres, je vous en parlerai, mais la semaine prochaine, parce que là, je vous rappelle, on est en train de jouer à « et si l'épidémie était finie ». Donc si je vous parlais de ces chiffres-là, ça risquerait de nous ramener à plutôt la théorie de la semaine prochaine « et si l'épidémie reprenait ». Donc, je ne vous parlerai pas de ces chiffres-là. Enfin, pas tout de suite. Donc si l'épidémie est finie, on va jouer à l'épidémie est finie, on va passer dans la phase d'après. Et la phase d'après, c'est la démondialisation, la guerre commerciale, les relocalisations, le coût de la crise qui va payer, et la base monétaire et les plans de relance. Et donc à quoi vous assistez? Vous assistez à la mise en place de plans de relance, je pense notamment à celui pour l'automobile. Vous assistez également à une guerre commerciale qui commence à monter un petit peu, et des tensions qui montent un petit peu entre la Chine évidemment et les États-Unis, et on parle de plus en plus de relocalisation, de démondialisation, etc. D'ailleurs, regardez, les États-Unis veulent durcir l'accès des sociétés chinoises à Wall Street. Voilà, alors c'est bon, le scandale qui est utilisé, c'est le Luckin Coffee, une grosse arnaque, avec de la triche, etc., mais d'une société... chinoise qui est concurrente, vous savez, c'est un truc de vente de café.
Donc, j'ai le nom qui m'échappe, le Starbucks, voilà, les Américains, c'est Starbucks Café, et là, c'est le Luckin Coffee pour les Chinois, et donc, ils ont ouvert des milliers de points de vente en quelques mois, et donc, évidemment, tout ça, c'était du Ponzi, c'était du vent, c'était n'importe quoi, et donc, le truc s'est effondré. Donc, globalement, les Américains imposent maintenant tellement de règles très strictes pour l'introduction d'une société en bourse, que globalement, n'importe quelle société, enfin, plus aucune société chinoise va pouvoir s'introduire sur les marchés financiers américains et lever des fonds. Plan de relance européen, ah oui, quand même, vous savez, je vous parlais des petits désaccords, finalement les pays du Nord rejettent l'accord et la proposition d'accord franco-allemand dont on avait parlé, voilà, Macron, Merkel, ils ont sauvé le monde, il y en a 500 milliards, on va mutualiser, machin, etc. Puis les autres disent, ouais, mais nous on n'est pas d'accord, donc vous êtes peut-être d'accord entre vous, mais nous on veut pas, et donc les Allemands rigolent sous cap. Regardez les problèmes à venir toujours si on est en fin d'épidémie. Donc encore une fois, si on joue à la fin de l'épidémie, on va affronter les problèmes économiques courants. Alors si l'épidémie revient, on sera à nouveau reconfiné, machin, etc. Ça va saccager encore plus l'économie. Enfin bon, peu importe, ça on verra ça la semaine prochaine. Mais en attendant, si on joue à l'épidémie est finie, là on va commencer à devoir affronter les conséquences de cet arrêt de notre économie. Ça, c'est la vélocité de la monnaie, d'accord? C'est la vitesse de circulation de la monnaie. Et la vitesse de circulation de la monnaie, elle donne une indication importante du dynamisme de votre économie. Alors, je vais vous faire une analogie pour vous montrer ce que c'est que la vitesse de circulation de la monnaie. J'ai un billet de 20 euros. Donc Pierre, mon copain Pierre, me file un billet de 20 euros parce que je suis allé tondre son terrain, donc j'ai gagné 20 euros. Ces 20 euros, je les garde, je les économise pendant 6 mois parce que j'ai très peur, je ne sais pas de quoi demain l'avenir sera fait, donc je ne vais pas les économiser, je les garde. La vélocité, la vitesse de circulation de mon billet vient de tomber à 0. Il n'alimente plus l'économie en fait. En l'épargnant, je l'ai évidemment sorti du circuit économique. C'est pour ça que vous entendez d'ailleurs des ministres vous dire « Ah mais dépensez, consommez, faites tourner votre argent » parce que la vitesse de circulation de la monnaie est en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce que les gens retiennent leurs sous. Par contre, si mon billet de 20 euros, je le file à Jacques en échange de 2 paquets de cigarettes que je viens d'acheter dans son bureau de tabac, certes, mon billet va partir en fumée. Mais Jacques, lui, il va après aller chez le fleuriste, acheter un bouquet de fleurs pour son épouse. Le fleuriste qui va aller dépenser ses 20 euros chez le primeur pour acheter des fruits et légumes, etc. etc. Mon seul billet de 20 euros, vous voyez, il a déjà servi à faire 4, 5, 6, 10 transactions économiques. 10 transactions commerciales. Plus mon même billet va faire de transactions commerciales dans un temps court, plus ma vitesse de circulation de mon billet augmente, et donc plus le dynamisme de mon économie est fort. Et vous voyez bien que là, c'est juste le même billet qui passe de main en main, mais de plus en plus vite, parce que les gens veulent le dépenser tout de suite, et qu'ils ne vont pas le thésauriser, ou le mettre de côté, ou voilà, le mettre à l'abri, donc ils vont le faire circuler. Et vous voyez bien que même avec une masse monétaire unique, qui ne varierait pas, je n'augmente pas ou je ne diminue pas ma masse monétaire, si j'augmente la vitesse de circulation de chacun de mes billets, je vais augmenter mon activité économique avec une base monétaire constante. C'est pour ça que la vélocité de la monnaie, la vitesse de circulation de la monnaie, c'est une variable très importante qui rentre également en compte dans le calcul de l'inflation avec la fameuse équation MV égale PQ, et donc MV c'est la masse monétaire fois la vitesse de circulation de cette masse monétaire, évidemment. Voilà pour des petites explications tout petit peu techniques, mais qui j'espère seront compréhensibles par tous, puisque c'est le but du jeu, et vous me le direz dans les commentaires si c'est pas clair. Donc là, la vitesse de circulation de la monnaie, elle baisse. Et comme elle baisse, ça veut dire neurasthénie de l'économie. C'est très grave en fait quand la vitesse de circulation de la monnaie diminue, et qu'elle diminue fortement. On est au plus bas historique, là ici c'est 1960, 2020, on parle de 60 ans, oui de 60 ans, vous voyez on est au plus bas de 60 ans en fait depuis que le calcul de vélocité de la monnaie il existe. C'est pas du tout bon signe. Surtout qu'en plus, ça s'accompagne, et je vous parlais, vous savez, MV égale la masse monétaire fois la vitesse, et là regardez la masse, ça c'est l'évolution de la masse monétaire, ici elle double quasiment.
On a un doublement de la masse monétaire américaine qui passe, on va dire, de 3500 milliards de dollars, 3900 milliards de dollars ici pour le bilan de la Fed, à quasiment 7000 milliards. Donc on a presque un doublement du bilan de la Banque centrale américaine en un mois et demi, quoi. Donc c'est évidemment absolument considérable comme augmentation du bilan de la Banque centrale américaine. Donc on a la quantité, la masse monétaire qui évidemment augmente, et pourtant on a une vitesse de circulation de la monnaie qui elle diminue. Donc ça démontre, si vous voulez, une récession absolument majeure et l'arrêt du système économique. Alors je vous disais, on joue à l'épidémie est finie, et donc pour tous mes petits abonnés à la lettre stratégie, vous allez pouvoir télécharger à partir de ce soir dans votre espace lecteur la lettre stratégie sur la fin du monde. Voilà, donc ça c'est l'épisode 1 de la trilogie qui en comptera que 2. Donc une trilogie à 2, c'est, je sais pas, une duologie. Donc vous avez cette semaine, évidemment, on joue à l'épidémie est finie. La semaine prochaine, ou la semaine suivante, je ne sais pas trop, à l'épidémie va reprendre. Qu'est-ce que vous allez trouver dans cette lettre? Vous y trouverez pourquoi l'épidémie est peut-être terminée, anticiper sur l'explosion de la masse monétaire, sur les guerres commerciales, sur l'accélération des changements d'usage, ça va évidemment avoir de grosses conséquences, et donc comment investir dans le monde d'après. Mais pas que. Je vous fais un très grand développement, une très grande analyse de tous les mensonges auxquels nous avons eu droit pendant la première vague, de toutes les techniques de manipulation qui ont été utilisées, de toutes les stratégies de communication qui ont été développées et les méthodes de gestion des peurs collectives qui ont été implémentées et qui ont été absolument remarquables. Et je vous dissèque tout ça, c'est fondamental. Je vous explique même, preuve à l'appui, puisqu'argumentation ne vaut pas affirmation, c'est l'inverse. Affirmation ne vaut pas argumentation. Donc je vous affirme que l'OMS a changé le nom du coronavirus qui était un SARS-CoV-2 en référence au SARS-CoV-1 en Covid-19 pour pas que les gens fassent le rapprochement entre SARS-CoV-2 et SARS-CoV-1 et commencent à faire l'analogie entre les deux ou la comparaison entre les deux parce que l'OMS craignait évidemment que ça fasse peur. Donc il y a une véritable gestion des peurs qui a été mise à l'œuvre. L'OMS l'a écrit et donc dans la lettre stratégie, vous verrez le papier, le dossier, ce que l'OMS a dit justement à ce sujet et vous pourrez voir tout simplement les éléments en provenance de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui explique pourquoi elle veut changer de nom en Covid-19 et évidemment, c'est pas pour faire joli, et pendant qu'on parle de la Covid ou du Covid, est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille, le coronavirus, enfin la maladie, la Covid, le Covid, donc l'Académie française s'est penchée gravement sur le sujet, nous avons glosé, la presse a glosé, donc évidemment pendant que votre temps de cerveau est occupé à savoir si on doit dire le ou la Covid, et si vous trouvez que c'est choquant à l'oreille ou pas choquant à l'oreille, eh bien, vous savez ce qu'on dit, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le bout du doigt. Et nous sommes exactement là-dedans. Ce sont des manières d'émettre, de créer des rideaux de fumée. Et tout ça vient obscurcir votre compréhension du tableau d'ensemble. C'est tout ça que je vous explique. Comment ça a marché, pourquoi ils l'ont fait. Vous avez tous les chiffres, toutes les statistiques, évidemment tous les éléments de preuve, y compris sur les asymptomatiques, et ça nous permettra de travailler pour la semaine suivante ou la prochaine quinzaine, et donc l'opuscule numéro 2 de cette série, fin d'épidémie, donc fin de la fin du monde, ou début de la préparation du prochain confinement. Les amis, vous mettez un petit doigt de schtroumpf à cette vidéo si elle vous a plu. Vous avez le droit évidemment de la partager autant que vous le souhaitez. Pour vous abonner à la lettre stratégie, c'est
là, normalement, dans le haut de l'écran, vous avez un petit point avec i. Si jamais vous cliquez dessus, ça doit vous amener également sur la boutique. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d'information sur le site insolentiae.com. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et à dimanche prochain. Je vais évidemment reprendre mon rythme normal de vidéos hebdomadaires. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut, merci les amis, au revoir.